Comment devenir millionnaire en immobilier en 2023? Est-ce que c'est encore possible pour tout le monde? Quelles sont les étapes à suivre en détail? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue! N'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu veux être millionnaire et activer la petite cloche pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et enfin, si tu as kiffé ce que tu as vu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et me permettre de te faire beaucoup plus de contenu. Et surtout, n'hésite pas à me faire un petit coucou en commentaire. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'était ma première vidéo où j'expliquais comment gagner le million car je venais de l'atteindre il y a quelques mois. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo parce que c'était la première vidéo. Et là, je me permets de me faire une autre vidéo avec beaucoup plus d'expérience car j'ai dépassé les 3 millions et j'ai beaucoup plus de recul pour atteindre ce million. La première chose, la team, c'est qu'on va parler de patrimoine brut. Ok, donc je ne suis pas encore millionnaire en patrimoine net. Donc on parle vraiment de ce qu'on a emprunté à la banque avec tous les crédits. Car le but, c'est vraiment d'atteindre ce million le plus rapidement possible. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le monde peut y arriver? Et moi, je vais répondre à cette question autrement. Je ne me pose jamais la question est-ce que je peux y arriver? Comment c'est possible? Pourquoi les autres y arrivent? Moi, j'y arrive pas, etc. Moi, je me dis comment les gens font pour atteindre tel résultat? Peu importe le résultat. Peu importe que ce soit un résultat du mec d'Apple ou du mec de Tesla ou de Facebook ou je ne sais quoi. Je me dis toujours comment le gars a fait, qu'est-ce qu'il a suivi comme étape, qu'est-ce qu'il a fait, quel est le pourquoi qui fait qu'il est arrivé à un résultat super élevé. Si vous partez du principe où c'est que les autres qui peuvent y arriver, c'est que machin, c'est que ceci, c'est mort. Donc posez-vous toujours la question du quelles sont les étapes à suivre, comment je fais pour y arriver, et même si vous atteignez ce résultat au lieu de celui-là, à partir du moment où vous visez la lune, vous pourrez atteindre le ciel et petit à petit vous pourrez vous approcher de la lune, ok? Donc le minimum pour arriver à cet objectif, c'est avoir un revenu. Peu importe que vous soyez en CDD, peu importe que vous soyez en CDI, c'est encore mieux forcément, même si vous êtes intermittent, indépendant comme moi, auto-entrepreneur, etc., etc. Chacun a son parcours de vie. C'est vrai que le CDI, c'est l'idéal parce que la banque, elle aime bien, mais si vous savez bien expliquer comme moi je fais en indépendant, c'est toujours possible. Donc au minimum, il faut que vous ayez un revenu, même si ce revenu est petit, c'est possible. Il faut vous dire que plus votre revenu est élevé, forcément, mieux c'est. Mais la banque préfère largement quelqu'un qui gagne 1500 euros, qui met 200 euros par mois, que quelqu'un qui gagne 2500 euros et qui claque 2400, 2300 euros et à qui il reste que dalle. Il claque tout son argent. Ce qui compte, c'est ce qu'il vous reste à la fin du mois. Donc en théorie, tout le monde peut y arriver. En pratique, ceux qui ne vont pas y arriver, c'est ceux qui ne vont pas essayer, ceux qui vont dire que c'est impossible, ceux qui ne vont pas suivre les étapes correctement. Si vous essayez, la seule chose que vous risquez, c'est d'échouer. Et quand on échoue, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rationaliser l'objectif. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un objectif qui est entre guillemets réaliste pour l'atteindre. Et il y a des gens comme moi qui, même si c'est des objectifs de 1 million, 10 millions, moi ça ne me gêne pas en fait, ça ne me bloque pas dans mon ascension. Ensuite, il y a une autre façon de rationaliser l'objectif qui est très très intéressante. Si par exemple je prends le cas dans l'Île-de-France, ou peu importe, ou dans une ville à zone tendue, ou dans une ville où vous savez que vous allez faire de la plus-value, parce qu'il y aura des transports, parce qu'il y aura un nouveau métro, parce qu'il y aura une nouvelle université, ou quelque chose qui fait qu'il y aura du monde, et vraiment ça va vraiment développer la ville, c'est la valeur de votre bien. Et ça, c'est le document qu'on appelle estimation vénale, qui est très important pour la banque, parce que quand vous fournissez ce document à la banque, la caution, donc ceux qui assurent votre bien, se disent « Ok, s'ils ne remboursent pas, combien je vais récupérer ?» Donc quand vous les rassurez, c'est très important que cette valeur soit supérieure à tout ce que vous empruntez. Comme ça, si vous ne pouvez plus rembourser ce que vous avez emprunté, ils vont récupérer sur votre bien. 1 million de patrimoine brut, ça ne veut pas dire 1 million de crédit immobilier. Pourquoi? Parce que par exemple, quand j'achète un bien à 100 000 euros, il y a des événements où le fait que j'ai fait des travaux, que j'ai rajouté une chambre, que j'ai rajouté une dépendance. Par exemple, dans une maison, vous avez une dépendance qui est en garage et si vous l'aménagez en logement habitable, de fait, le prix au mètre carré augmente. Donc, vous avez acheté par exemple 100 000 euros et de fait, vous augmentez par rapport au prix au mètre carré et au nombre de mètres carrés la valeur de votre bien. Donc, vous avez par exemple 120 000 euros de crédit à la banque, mais vous avez en patrimoine brut 180 000 euros par exemple. Donc, le million, ça permet de le rationaliser aussi de cette façon et pas de se dire « Ok, il faut que j'ai 1 million de crédit dans la banque absolument parce que c'est la valeur du patrimoine brut parce que vous avez des charges qui comptent. »
Néanmoins, c'est toujours mieux de rationaliser l'objectif et d'avoir des chiffres un peu plus atteignables pour savoir où on va. 1 million d'euros, ça représente une mensualité de 4 800 euros sur 25 ans avec les taux actuels. Est-ce que ça te semble plus réaliste d'atteindre 1 million d'euros de crédit ou de générer 4 800 euros de revenus locatifs? Sans compter que dans ces 4 800 euros, tu as ton revenu à toi. Donc maintenant, la question à se poser, c'est qu'il va falloir viser tout type d'investissement qui rapporte le plus d'argent possible en un minimum de temps. Ce qui va être très important, c'est de commencer par un premier investissement qui est très rentable. Si jamais vous avez un petit revenu et que vous commencez mal, ça va être très compliqué par rapport à la banque pour vous suivre, ce qui est tout à fait logique. Donc si par exemple vous avez pu emprunter une grosse somme d'argent parce que vous avez 2-3 000 euros, mais que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup de mal à enchaîner dans cette banque et pour rattraper un mauvais investissement, c'est très très compliqué. Par contre, si vous faites un bon investissement alors que vous gagnez que 1 500 euros, vous pouvez largement enchaîner avec les étapes que je vais vous expliquer. Ensuite, vous avez deux types d'écoles pour atteindre un objectif. Vous avez l'école qui est la mienne, où moi, avoir un objectif de 1 million ou 4 800 euros de revenus locatifs, ça ne me pose aucun souci. Je sais comment l'atteindre, mais ça ne me perturbe pas plus que ça. Après, il y en a d'autres, et c'est tout à fait louable. C'est l'école de ceux qui raisonnent étape par étape. Il y en a qui se disent, ok, je vais d'abord faire 1 à 100 000, je vais atteindre tel cash flow, je vais voir après pour le million. Cette année, j'en fais 2, 3. Donc moi, en général, j'en fais 2, 3 par an. Je ne vais pas vous dire des salades, vous allez faire ça en 6 mois, machin. Moi, j'ai mis 1 an et demi, 1 an, je crois, pour avoir le million. Mais vous, si vous mettez 2, 3 ans, c'est pas grave. L'important, c'est de suivre les étapes dans l'ordre. Chacun son rythme, chacun son histoire. Les résultats que j'ai obtenus, on s'en fout. C'est juste pour dire, ok, c'est possible, voici les étapes. Ce qui compte, c'est votre parcours, votre profil. Même si vous gagnez plus, ça se trouve, vous mettrez plus de temps. Et même si vous gagnez moins que moi, ça se trouve, vous mettez moins de temps. Il n'y a pas de règle. Il y a juste des étapes à suivre, des prérequis. Chacun son parcours. Donc, je disais que certains ont besoin de raisonner par étapes. Donc, sur cette année, je vais en faire 2, je vais en faire 3. Ensuite, comme j'ai l'expérience, cette fois, je vais en faire 4, etc., 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 etc. Prenez la façon qui vous convient le mieux. En fait, même si moi, je vous donne un guide, un cadre, le but, c'est de s'adapter et d'être à l'aise avec votre manière de fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est la façon où vous êtes le plus à l'aise. Même si on vous donne toutes les stratégies du monde, même si vous donne toutes les formations du monde, ce qui compte, c'est comment vous vous adaptez et comment vous êtes à l'aise avec un objectif et une manière de fonctionner. Et on est le plus efficace quand on est à l'aise avec et quand on a plaisir de fonctionner comme ça. Si on est trop en mode pression, ah ouais, il me faut le million en un an, oh là 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 là, trop de pression, machin, ça va pas marcher. Mais si vous êtes plus en mode, ok, j'y vais étape par étape, c'est comme ça que moi je suis bien, c'est comme ça que vous allez atteindre des objectifs plus rapides même que vous étiez fixés. Maintenant, en termes de revenus, combien il faut de revenus? Alors cette question, je l'ai une fois, 2-3 fois par semaine. Je l'ai eu je ne sais combien de fois sur les forums, sur les groupes, dans mon groupe Facebook. Je t'invite à le rejoindre si tu n'es pas encore dedans. Sur Insta, je t'invite à rejoindre aussi mon Insta si tu n'es pas encore dedans. Mais combien de fois j'ai eu cette question? Combien, Willem, il faut de revenus pour atteindre 1 million d'euros? Là, pareil, je vais te répondre comme tout à l'heure. C'est pas la bonne question. Si par exemple je te dis il faut 5 000 euros de revenus pour atteindre 1 million d'euros. Toi tu touches 2 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, on arrête le game, on arrête là, on éteint la vidéo? Bien sûr que non. Si je te dis il faut 1 an, 2 ans, 3 ans et il faut 4 000 euros de revenus, 15 000 euros d'épargne, c'est pareil, qu'est-ce que tu vas me dire? Je ne peux pas mettre 15 000 euros d'épargne, je ne peux pas atteindre 4 000 euros parce que j'ai 1 000 euros, etc., etc., etc. Donc comme je te l'ai dit, chacun fait avec ses armes. Moi, je te donne le guide, tu t'adaptes avec tes armes. Si par exemple je te dis il faut tant d'épargne, c'est pas parce que tu n'as pas tant d'épargne que tu vas pas y arriver. Ça va juste être plus long. Toi, tu te dis ok, il faut 10 000 euros d'épargne, ça c'est l'idéal. Mais si j'ai 8 000, on va trouver d'autres façons d'y arriver. Ok? Je te dis ok, admettons je te dis 3 000 euros. Je ne vais pas te dire ça. Je te dis il faut 3 000 euros. Toi, tu as 2 000. Ok, tu vas voir s'il y a d'autres atouts. Plus d'épargne. Tu vas viser plus petit, après tu vas te gérer d'autres revenus avec les locatifs, etc., etc., etc. Dites-vous que vous n'êtes pas limité en termes de revenus parce que moi, dans mon business plan, même si vous avez 1 000 euros de revenus, je dis que vous aurez des revenus locatifs. Retenez bien que votre revenu n'est pas le revenu que vous avez actuellement. Votre revenu, c'est votre revenu plus les futurs revenus locatifs. Tout l'enjeu, ça va être de prouver à la banque que vos revenus, c'est la somme des deux. Donc, il faut des estimations locatives
de 2 agences différentes. Idéalement, si vous en avez une, c'est bien. C'est comme ça que vous justifiez que vous augmentez artificiellement vos revenus. Donc, malheureusement, je suis désolé, j'ai que des réponses complexes. La réponse n'est pas de savoir combien il faut pour atteindre 1 million d'euros. La réponse est comment s'adapter à mes revenus pour atteindre 1 million d'euros. Si je touche 1000 et quelques euros, je vais commencer par des financements plus petits et je vais avoir des stratégies où forcément il faudra que j'ai beaucoup de rentabilité et je vais indiquer que mon revenu locatif plus mon revenu, ça va être ça mes revenus. Si j'ai un revenu qui est très élevé, je peux aller plus vite et du coup j'ai moins ce besoin de prendre des risques et de viser des choses à haute rentabilité parce que j'ai déjà un revenu conséquent. Voilà, il faut s'adapter à votre revenu. Donc je ne peux pas vous dire qu'il faut tant de revenus parce que dans un cas, il y a déjà beaucoup de revenus et dans un cas, il y a des petits revenus. Il faut absolument jouer sur les revenus locatifs, donner des preuves, comme ça additionne vos revenus. Mon revenu, même si je vous dis mon revenu, mon chiffre d'affaires, parce que moi j'ai plein de sociétés, n'est jamais le revenu que je présente à la banque. Mon revenu, c'est mon revenu, plus mes locatifs, et plus tous les futurs locatifs. Je projette la banque. Maintenant, on va parler de l'apport et de l'épargne. La banque distingue deux choses. L'apport, c'est ce que vous allez mettre au niveau du financement, et l'épargne, c'est la somme totale qui va vous permettre de mettre une partie de l'apport dans le financement et de garder une partie une fois que vous avez fait le financement. La banque va donc regarder si vous avez assez d'apport par rapport à votre épargne et si vous avez une épargne résiduelle après financement. Donc pour eux, ça c'est très important. Au niveau de l'apport, le montant idéal c'est 10%. Donc moi je vous conseille vivement de ne jamais dépasser 10% du financement total. Si vous empruntez 200 000 euros avec les travaux, vous ne mettez pas plus de 20 000 euros. D'accord? Donc c'est les frais de notaire, frais de dossier, frais de caution, hypothèque, etc. Si vous empruntez 800 000 euros, ne mettez pas plus de 80 000 euros. Moi, en général, j'arrive en moyenne à mettre 5% d'apport avec différentes stratégies, etc. D'autres arrivent à mettre moins, d'autres doivent mettre plus. Bien évidemment, plus vous mettez d'apport par rapport à votre financement, plus vous allez vite. Arrêtez avec le 110%. Arrêtez avec ça. Donc 110% pour ceux qui ne savent pas, c'est financement total de la banque. C'est-à-dire que la banque ne prend aucun risque. Ça, c'est terminé. C'était en 2020-2021. Vous pouvez faire un 110% si vous achetez une résidence principale, si vous achetez un bien qui n'est pas trop cher. Après, il y en a qui font des trucs d'acte en main. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, bref. Il y a des techniques pour ne pas mettre trop d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez atteindre un montant élevé au niveau de patrimoine, si vous mettez 0 € à chaque fois, vous allez aller très lentement parce que la plupart des banques vont vous dire non. Et en plus, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Pourtant, j'en étais persuadé avant, mais bon, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie de toujours mettre 0, 0, 0, 0, parce que du coup, on est déjà endetté sur 25 ans, les 1 million, c'est sur notre tête, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même un petit peu amortir et réduire l'enveloppe globale avec de l'apport. Donc, moi, je vous conseille de préparer 10%, même si au final vous mettez 5, 6, 7% au niveau du financement. Pour vous donner une idée, moi j'ai mis 150 000 euros sur 3,4 millions de crédits immobiliers. Donc ça fait environ 5% d'apport. Mon premier financement donc à 260 000 euros, donc j'ai mis 0 euros d'apport. Donc ça c'était en 2020, début 2020. Ensuite j'ai fait un autre financement à plus de 200 000 euros où j'ai mis 0 euros d'apport. Mais ensuite tous les autres j'ai mis de l'apport. Donc sur 670 000 euros, j'avais mis 60 000 euros d'apport, parce que j'avais fait un achat-revente à 150 000 euros. Sur 500 000 euros, j'avais mis 13 000 euros d'apport, donc c'est que dalle. Sur un autre à 500 000 euros, j'avais mis 45 000 euros d'apport. Donc vous voyez que je suis toujours entre 10, 5% ou même un peu moins. Mais j'ai mis 0 euros d'apport sur 500 000 euros déjà. C'est énorme, donc ça c'était 2020-2021. Mais après, j'ai voulu enchaîner et aller vite. Mais quand vous voulez aller vite, il faut montrer à la banque que vous avez envie d'investir et que vous voulez prendre le risque. Si vous dites à la banque, écoutez, je veux 200 000, je mets 0, je veux 25 ans, etc., c'est pas possible, c'est pas sérieux. Vous êtes entrepreneur, vous devez avoir du cash pour investir. Les histoires d'investir sans argent, c'est des entrepreneurs tout petits. Trouvez-moi un investisseur. Je sais que mes confrères ils disent qu'ils je vais vous montrer une stratégie unique, un machin, pour que vous investissiez sans argent, machin. Mais vous pensez vraiment, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais pu atteindre 3,4 millions d'euros de crédit avec 0 euros d'apport en 2 ans et demi? Dites-moi oui ou non, dites-moi en commentaire. Moi, je ne sais pas faire. Donc, quand vous débutez, je vous conseille vivement de mettre de côté. Donc, si vous n'avez aucun investissement, de mettre de côté, de mettre de côté. Si vous avez 10%, c'est bien. Bien entendu, vous essayez de le mettre le moins possible.
Donc en général, c'est 5%. Vous pouvez être un peu moins si c'est une petite somme. Et après, la puissance, vous avez la puissance donc, du différé. Donc un différé, vous avez le différé total où vous payez que l'assurance. Vous avez les différés partiels où vous payez l'assurance et les intérêts. La puissance de ce différé, c'est que c'est ça qui fait mon épargne. C'est-à-dire qu'au début, c'était chaud. J'ai eu la chance d'investir en 2020-2021 où c'était encore courant de ne pas mettre d'apport. On avait des taux à 1 machin, même moins de 1, c'était n'importe quoi. Et là, maintenant, ce que je fais, donc mon épargne, c'est tous mes investissements locatifs. Les premiers, je galère, machin. Tu trouves l'argent à droite, à gauche. Tu mets de l'apport ou pas. Et après, une fois que tu as investi, tu fais des différés de 2 ans, 3 ans. Il y a des banques avec l'écureuil qui font des périodes de préfinancement de 36 mois. J'accumule le cash, je n'y touche pas. Ne touchez surtout pas à votre cash et ce sera ça votre apport. Ça, c'est hyper puissant. D'accord ? Hyper puissant. L'épargne via le différé, via les autres revenus locatifs. Dans tous les cas, même si vous avez un petit salaire, il faut que vous mettiez de l'épargne. Pour entraîner votre cerveau psychologiquement. Même si c'est 5, 10 balles, 20 balles, mettez de l'épargne. Me dites pas, ouais, c'est pas possible. Arrêtez. Arrêtez de dire ça. J'ai que le SMIC, j'ai que le machin. Même quand vous avez un petit revenu, il y a tellement, on est en 2023. C'est tellement facile de gagner de l'argent. Excusez-moi, vous êtes en bonne santé. Vous n'avez pas de maladie physique, mentale. Vous êtes bien mentalement, etc. Ok ? 2023, me dire, ah, j'ai le SMIC, je peux rien faire. Non, il faut arrêter. Fiverr, les trucs de freelance, Malte, machin. Il y a plein de plateformes, même sur LinkedIn, même sur Facebook. Il y a des gens qui cherchent des monteurs, des gens pour faire du copywriting, des gens pour faire du community management. J'ai payé un mec qui m'a fait une page par rapport à mon accompagnement. Je lui ai donné 600 balles. Il y a plein de choses à trouver. Il y a plein de choses à faire. Arrêtez de dire j'ai que ça comme oseille. C'est pas vrai. Et même si vous n'avez pas tous ces trucs-là, vous êtes internet, vous pouvez aller bosser, aller au charbon. Voilà, il y a plein de choses à faire. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi. Voilà, si vous voulez de l'oseille, il faut bosser tout le temps. Il faut bosser tout le temps. Donc, épargnez, épargnez, épargnez. Il faut que vous ayez une épargne de sécurité et il faut que vous ayez une épargne locative. Donc, la banque, idéalement, elle aime bien que vous mettiez de l'apport et que vous ayez une épargne après financement. Voilà, donc comptez 10%, même si vous ne le mettez pas. Si vous ne les avez pas, ça ne veut pas dire que c'est mort. Essayez quand même, mais c'est vraiment l'idéal. Ensuite, il y a un facteur très important qui est malheureusement très souvent négligé, c'est la délégation. La délégation, le pouvoir de décision, c'est de savoir combien votre interlocuteur peut vous prêter. Ça, c'est primordial. Combien je vois de gens qui vont voir les banques au hasard. Oui, j'ai fait un investissement. Tu connais la délégation de ton banquier ? Non, c'est pas possible d'avoir ce genre de discours. Moi, j'ai une banque où j'ai 1 million d'euros, 200 000 euros de crédit immobilier. D'accord ? Donc la banque à l'écureuil. J'ai une autre banque où j'ai 500 000 euros. Donc cette banque-là, mon interlocuteur a une délégation jusqu'à 800. J'ai une autre banque où j'ai 500 000 euros. Et cet interlocuteur-là a une délégation jusqu'à 1,5 million. Il faut que vous visiez une banque qui a une délégation élevée. En Ile-de-France, c'est très facile de viser des banques, toutes les banques régionales, de trouver un interlocuteur qui décide jusqu'à 800, 1 million, 1,5 million. Il faut viser ce genre de banque. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez faire un financement avec lui, vous allez mettre dans votre business plan, ok, je veux faire cet investissement locatif, je vais faire cet RP, j'ai un profil d'entrepreneur, donc moi le but c'est vraiment de faire un partenariat commercial et qu'on aille ensemble vers d'autres revenus locatifs, etc. Vous l'annoncez dès le départ. Dès le départ, vous annoncez la couleur. Ce qui fait que si vous allez voir cet interlocuteur, dès le début, vous vous dites, ok, il décide jusqu'à 1,5 million. Ça veut dire que jusqu'à 1,5 million, je peux le convaincre de me suivre. Parce que si jamais vous avez un salaire, moi j'ai plusieurs sociétés, donc je peux donner un petit peu à tout le monde. Mais vous avez un salaire. Quand on débute, on a un salaire. Vous faites un coup dans une banque. Vous demandez un deuxième investissement, la banque ne vous prête pas. Vous allez voir une autre banque. La banque va vous dire, ok, c'est bon, on veut votre salaire. Mais la banque de début a déjà vos salaires. Imaginons, vous faites une crasse à la banque du début, vous enlevez vos salaires. Vous n'avez pas vu la sixième délégation, vous allez voir au troisième. Enfin, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Et quand vous allez avoir plusieurs banques avec des revenus avec des investissements, peut-être ça va marcher 1 ou 2 fois, mais la troisième fois, la banque elle va dire ok, il va jamais jouer le jeu, c'est mort. Donc c'est très important en fait de viser les conseillers pro et les directeurs de banque. Pourquoi ces deux interlocuteurs ? Je le dis 1 milliard de fois. Le conseiller pro, c'est un interlocuteur qui a l'habitude des entrepreneurs. Dites-vous que votre investissement immobilier, c'est de l'entrepreneuriat, d'accord ? Vous raisonnez avec plusieurs interlocuteurs, des comptables, des artisans, voilà.
vous chapeautez un peu tout et vous êtes le boss de l'investissement. Vous déléguez la recherche, le financement ou peu importe, mais vous avez des associés, des partenaires, vous chapeautez un petit peu, vous déléguez des choses, etc. C'est une mini-entreprise, vous gérez vraiment un business, il y a un business plan, etc. etc. Les conseillers pro donc sont plus habitués à gérer des entreprises, enfin, c'est leur métier propre, et en général ils ont des délégations élevées par rapport de fait qui gèrent des entreprises qui ont forcément en général des chiffres d'affaires qui sont plutôt conséquents. Nous, ce qui est intéressant avec un conseiller pro, même si vous n'êtes pas pro, même si vous êtes un particulier entre guillemets, c'est que lui, il a une approche qui est différente et que si vous avez un projet qui est particulier, si vous avez un projet qui coûte cher, si vous êtes en CDD, si vous investissez dans une ville de campagne mais que vous savez monter un business plan, si vous investissez dans un gîte, dans un logement atypique, dans une bulle, voilà. Le conseiller pro a cette approche plus entrepreneuriale qui fait que si vous montez un bon business plan, ça va plus se passer et il y aura plus une entente, une écoute qui est différente que si vous allez voir un conseiller de base entre guillemets et que vous avez un projet qui sort de la norme. Ok ? En plus, le conseiller pro, il a une délégation qui est en général très élevée comme je vous l'ai dit, donc vous aurez potentiellement un seul interlocuteur. Idem pour les directeurs de banque, en général il a la délégation la plus élevée, donc vous aurez donc de fait un seul interlocuteur. Ensuite, avec ces deux interlocuteurs, vous avez aussi un interlocuteur qu'on appelle les conseillers de crédit. Donc ça, c'est autre chose. C'est les conseillers. Ça, c'est nouveau parce qu'il y a des banques qui ne veulent plus bosser avec les courtiers, qui font vraiment que du crédit et qui peuvent avoir une délégation aussi supérieure. Donc, les deux premiers interlocuteurs privilégiés, conseiller pro, directeur de banque, et si la délégation est suffisante, conseiller crédit spécifique. Donc ça, c'est la banque qui aime bien les agriculteurs. Vous aurez trouvé la banque. Ensuite, là, on va faire donc que des hypothèques PPD. Donc, vous avez soit les cautions classiques qui raisonnent 100% en risque, et c'est ça le problème de la plupart des refus. Si vous êtes par exemple indépendant, vous n'avez pas de bilan, votre interlocuteur, par magie ou par stratégie, va accepter d'envoyer le dossier à la caution. La caution va dire non, c'est 5 ans de bilan, c'est mort. Si vous avez un projet un peu particulier, un peu risqué, un peu complexe, et que l'interlocuteur, il est OK, mais il a mal expliqué, la caution va dire non, c'est trop compliqué, c'est mort. Ok ? Lorsque vous êtes en hypothèque PPD, c'est la banque qui prend le risque. C'est-à-dire que c'est la banque qui vient vous chercher si vous ne remboursez pas votre prêt. Ce qui fait que si vous cumulez interlocuteur, conseiller pro, directeur de banque, conseiller de crédit, hypothèque PPD, la banque qui a la bonne délégation, vous allez rester avec le même interlocuteur potentiellement jusqu'au million. Et ça, c'est primordial. Parce que à votre avis, est-ce que c'est plus simple de convaincre un interlocuteur ou est-ce que c'est plus simple de convaincre un interlocuteur puis un autre interlocuteur qui a la caution dont vous n'avez pas accès, plus la personne au-dessus si la délégation est trop petite, etc. etc. Bien évidemment, c'est plus facile de convaincre une personne que de convaincre 3-4 personnes, sachant que ces 3 personnes, on n'y a pas accès. Ensuite, on a la partie HCSF. Et ça, quand on veut atteindre le million, on va forcément atteindre ce stade-là. La partie HCSF, c'est les 35%. Donc, vous avez plusieurs types de cas au niveau HCSF. Vous avez les petites exceptions. Donc, lorsque vous faites une résidence principale, que vous êtes entre 35 et 38%, en général, les banques, certainement que la plupart des banques, n'ont pas besoin de monter à un niveau au-dessus et elles peuvent décider directement d'y aller. Surtout si c'est une résidence principale. Si par contre, vous avez du locatif, que vous explosez tout l'endettement, et ça, c'est ce qui va se passer si vous enchaînez rapidement. Donc, moi, j'étais à plus de 40 au bout du deuxième. Là, vous passez dans les grosses exceptions entre guillemets et là, tout l'enjeu, ça va être dans les 20%. Donc, il faut savoir que les banques ont 20% des dossiers chaque mois où elle peut entre guillemets faire ce qu'elle veut. Donc, ce qui passe, c'est que au mois de janvier, elle a une liste de dossiers. Par exemple, elle a 100 dossiers et dans 20% des cas, elle peut se dire ok, ce dossier est à 45%, il m'intéresse, etc., etc. Donc, votre interlocuteur parmi tous ces dossiers, c'est important que vous sortez du lot. Vous avez plusieurs façons de sortir du lot. En étant chiant, et je pèse mes mots, moi je suis très chiant, très casse. Voilà, vous aurez compris. Et en gros, il faut que je sois dans la tête de la banque. Le banquier, dites-vous qu'il a 50 dossiers par exemple par mois. Quel est le dossier où il va être motivé pour le défendre au niveau HCSF, pour le défendre au niveau de ses collègues? Dites-vous que votre interlocuteur n'a pas de prime, il n'a pas d'applaudissements, il n'a pas de hola, de olé quand il fait passer un dossier difficile. Pourquoi il va se prendre la tête sur un dossier difficile? Il a toujours le même salaire. Donc à partir du moment où votre dossier est super complexe, mais que vous ne facilitez pas la tâche de la banque et qui ne donne pas envie,
mais vous n'allez pas passer les 20% d'exception. Donc pour être dans ces 20%, il faut vraiment que votre interlocuteur soit motivé, qu'il ait envie, que vous lui expliquiez qu'il va gagner. Ne présentez pas votre dossier en mode « Bonjour, je voudrais faire un investissement immobilier avec vous, etc. » La banque s'en fout de votre investissement. Elle s'en fout, c'est pas là qu'elle gagne de l'oseille. Elle gagne de l'oseille avec vos comptes, vos cartes bleues, vos découverts, vos revenus, si vous ouvrez plein de comptes, vos assurances vie, vos assurances de prêt, vos PNO, assurance habitation, livret A, PEA, etc. C'est avec ça qu'elle gagne de l'argent. Promettez à la banque tout ceci. Promettez à la banque des produits commerciaux. Promettez à la banque que vous allez mettre tous vos salaires, etc. C'est ça qui l'intéresse. Expliquez à la banque que votre projet est vraiment pas risqué. Mettez du storytelling. Montrez que vous voulez être motivé en mettant un peu d'apport. Montrez que vous allez gagner plein d'argent, mais tout va rester à la banque. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer à la banque. Il faut être dans la tête de la banque pour qu'elle aille vous défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre face à la partie HCSF. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Il faut vraiment que votre banquier soit votre relais, qu'elle soit très très motivée. Si vous ne la sentez pas motivée, si vous la sentez à reculons, comment voulez-vous qu'elle aille vous défendre au niveau HCSF? Si elle ne comprend rien à votre dossier, comment voulez-vous qu'elle aille vous défendre au niveau HCSF? Si vous ne lui donnez pas à manger, si elle ne comprend pas ce qu'elle va gagner sur votre dossier, comment voulez-vous qu'elle aille vous défendre au niveau HCSF? C'est très important que vous adaptiez et que vous ayez cette capacité à motiver votre interlocuteur parce que pour atteindre le million, vous allez forcément dépasser les 35%. Mais c'est pas grave de dépasser les 35%, c'est juste qu'il faut être dans 20% des cas et dites-vous, posez-vous tout le temps la question, mais qu'est-ce qui fait que la banque va plus vous défendre vous que tous les autres dossiers qu'ils vont avoir. Bien entendu, vous aurez compris, petit tips par rapport à ça. Si jamais votre dossier, c'est crédible que ça passe en résidence principale, peu importe que ce soit la résidence principale, parce qu'après on peut tous changer d'avis, présentez-le au niveau de la résidence principale si au niveau de l'endettement vous êtes correct. Ça va vous permettre de passer en priorité par rapport à toute la liste des dossiers et des exceptions. Ensuite, il faut bien commencer. Donc, je vous l'ai un petit peu tout à l'heure, je vous le redis. Si vous commencez mal, vous êtes mort. Plus vous gagnez, plus votre salaire est bas, plus il faut absolument bien commencer. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire bien commencer? Il faut que votre investissement vous rapporte beaucoup d'argent. Vous êtes en différé, vous épargnez et vous montrez que vous gagnez du cash et vous montrez le cash sur votre compte. D'accord? Même si paradoxalement, les banques vont vous dire « Ah, mais vous êtes en différé, on n'aime pas ça parce qu'on ne sait pas comment vous allez comporter, comment vous êtes en amortissement. » Ça, c'est vrai. Par contre, si vous savez bien expliquer, si vous savez bien gérer, si vous ne touchez pas au cash, même si vous êtes en différé, ce qui est un point négatif pour la banque, vous allez montrer que oui, en effet, vous êtes en différé, mais tout le cash, vous le gardez dans la banque. Donc ça, c'est hyper important. Donc bien commencer, ça veut dire pas faire du patrimonial. Gagner du gros cash flow net sur chacun de vos investissements. Donc on va viser le terme un peu hype ou un peu stylé que les gens, mes confrères utilisent, que moi-même j'utilise aussi. On va faire des investissements à haut rendement. Donc après, il y a des légendes qui disent oui, quand vous faites 100 000 euros, il faut 500 euros. Si vous faites 200 000 euros, il faut 1000 euros. Enfin, je sais pas, ces trucs-là de bullshit. Comme je vous l'ai dit, chaque cas est différent, chaque profil est différent. En Ile-de-France, forcément, dégager du cash flow positif, dégager beaucoup de cash flow, c'est très dur parce que c'est très cher. Vous louez cher, mais vous achetez tellement très cher que c'est dur de générer beaucoup de cash flow. Par contre, vous allez faire une pète de plus-value si vous achetez en zone tendue. En province, c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup plus de cash flow par rapport au montant que vous achetez, mais la plus-value, elle est moins certaine qu'en Ile-de-France. Donc vous voyez, il y a ces deux points de vue. Donc ça ne veut rien dire si je vous dis, pour 100 000 euros, vous allez faire 500 euros de cash flow, parce que si vous investissez en Ile-de-France, c'est plus compliqué, parce que 100 000 euros, vous avez un tout petit appart. Donc 500 euros de cash flow, bon courage. Alors qu'en province, 100 000 euros, vous pouvez acheter des immeubles. Donc 500 euros de cash flow, c'est beaucoup plus facile. Donc quand je vous dis, donc cette règle-là, générique, machin, c'est du bullshit. En immobilier, il n'y a pas de règle générique. Moi, je vous donne un cadre, je vous donne des stratégies, mais il faut l'adapter en fait. Il faut s'adapter. Si même je vous dis qu'il faut 10% d'apport, mais que vous avez 8%, ok, on y va. On va pas se dire, non, Willem m'a dit ça, j'ai pas exactement ce qu'il m'a dit, je suis mort, j'attends. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Maintenant, on va faire un calcul tout bête. Si vous ne savez pas calculer la rentabilité, dites-vous, si vous avez 1000 euros de mensualité, dites-vous que si vous avez 2000 euros de revenus locatifs, vous êtes bien. Donc si vous avez le double, vous êtes bien. Moi, en général, c'est ce que je vise. Après, quand ça commence à être très cher, en Ile-de-France, par exemple, là j'ai un investissement, j'ai une SCI
où j'ai 490 euros parce que j'ai fait de la trésorerie. Donc là, je suis à 45 euros. J'ai eu un différé total sur 18 mois. Du coup, ça me permet de faire la trésor et puis j'ai encore demandé de l'argent à mon banquier. Quand je serai au maximum, donc ce sera environ à 2003, je serai à 4006. Donc quand vous ne savez pas calculer la rentabilité, dites-vous que si vous êtes au double, vous êtes archi bien. Donc après, ça dépend si vous êtes en CI, en nom propre, ça dépend de vos revenus, etc. Si vous êtes LMP, LMNP, bref, ça dépend de plein de choses pour le calcul du cash flow. Donc ça dépend. Si je vous dis il faut tant tel cash flow, ça veut rien dire, ça dépend de trop de choses, Mais pour vous donner une petite idée, parce que c'est bien quand même d'avoir des chiffres pour se repérer, sur mes 2 colocations, donc j'ai dépensé environ 250-260 000 euros. Et là, ça me rapporte plus de 800 euros de cash flow net. Enfin, il faut que je refasse les calculs parce que là, je suis en différé. Donc, pour vous donner une idée par rapport au différé, j'ai un bien qui est en amortissement parce que j'ai fait un Pinel quand je n'étais pas formé. Et j'ai un autre bien qui est en amortissement, c'est ma maison, là où je suis en train de tourner, donc mon mix RP locatif. Tous mes autres biens, ils sont en différé. Je n'ai aucun bien en amortissement. Donc les 3 millions que je vous ai dit, la plupart c'est en différé. Voilà. Donc j'étais très vite. Mais si vous êtes en différé, c'est possible. Même si la banque n'aime pas ça, si vous ne touchez pas au cash, c'est possible. Donc si on revient à mon petit objectif, vous vous rappelez de 4800 euros de revenus locatifs. Si on prend l'exemple d'une coloc donc, qui m'a coûté 250 000 euros environ pour 800 euros de cash flow net, minimum, je pense que c'est plus, il faudra que j'ajuste. Dites-vous, on va dire en gros, j'ai acheté celui-là, après j'ai acheté un autre, on va dire. Donc si j'en ai 6, j'ai atteint les 4800 euros de revenus net et je ne compte même pas mon revenu à moi. D'accord? Donc par exemple, il suffit entre guillemets en Ile-de-France d'avoir 6 biens pour atteindre cet objectif. Et encore, j'ai même pas besoin de 6 biens. En effet, je dois que 250 à la banque, mais ça vaut déjà 280. Donc vous voyez que j'ai pas besoin finalement d'en faire 6 parce que au bout de 5 ou 4, j'aurais déjà dépassé le million en valeur. Donc ce qui compte en fait, c'est pas que vous ayez 500 000, 600 000, 1 million d'euros de crédit, de dette, de bonne dette à la banque. Ce qui compte, c'est la valeur de ce que vous achetez. Si vous achetez un truc 100 000 euros qui vaut déjà 200 000 euros, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million pour atteindre cet objectif. Maintenant, la question à vous poser, c'est d'avoir le bon ratio cash flow net somme empruntée. Ok? Donc lorsque vous investissez, il faut absolument que ce que vous avez acheté, ça coûte plus en valeur de fait, de base, directe. Et il faut que vous générez un minimum de cash flow quand même par rapport à tout ce que vous avez emprunté. Le minimum que je vous recommande par investissement, c'est au moins 500 euros de cash flow net. Si ce que vous investissez ne dégage pas 500 euros de cash flow net et que ce que vous achetez, travaux compris, prix du bien, etc., n'a pas plus de valeur à partir du moment où vous faites les travaux que ce que vous avez dépensé, c'est pas un bon investissement en fait. C'est pas que c'est pas un bon investissement, mais c'est pas un investissement à haut rendement et vous pouvez pas enchaîner très rapidement. Donc personnellement, mon cash flow net minimum, c'était 500 euros quand j'ai commencé. Et finalement, j'ai trouvé un truc qui m'a rapporté au moins 800 euros. Donc, il faut que j'ajuste encore parce que je loue du parking, je loue des caves à côté. Je n'ai même pas compté ça dans la rentabilité. Je loue plus cher que ce que j'avais prévu. Je n'ai pas recompté ça dans la rentabilité. Mais moi, mon minimum, c'est même 800 euros. Chacun a son minimum. Mais n'oubliez pas qu'il faut qu'on atteigne 4,800 euros de revenus locatifs ou qu'on ait une valeur qui est très importante par rapport à ce qu'on achète après les travaux. Donc maintenant, on va voir tous les investissements à haut rendement donc qui rapportent beaucoup d'oseille sur lesquels il va falloir vous focaliser. La première chose qui rapporte pas mal d'argent, c'est l'achat-revente en résidence principale. Ça, c'est une puissance extraordinaire et c'est entre guillemets encore une niche comme un peu le MNP. C'est-à-dire que vous achetez votre appartement en résidence principale, vous revendez, vous prenez le cash et vous avez 100% de la plus-value sans aucun impôt. Le premier achat de vente qu'on a fait, c'est un logement social que j'ai eu par rapport à mon travail. C'est une longue histoire. Je me suis battu pour l'avoir en location. Ensuite, je l'ai eu en achat. Normalement, quand vous êtes dans ce genre de dispositif, dans les villes à zone tendue, tout le monde veut acheter et on privilégie ceux qui sont là depuis très longtemps. Donc nous, on était là depuis que quelques années, même c'était même quelques mois. Du coup, on est accès, on a un peu de chance, détermination, bref. Ce qui fait que quand on a acheté, on était déjà rentable parce que c'était une ville très tendue côté de Versailles. Donc on avait acheté pour 105 000 avec 45 000 euros de travaux et on a rendu 305. Donc on a fait une plus-value de 150 000 euros net dans la poche. Ce qui nous a permis après de tout donner sur une autre maison en mix RP locatif et ensuite de faire d'autres investissements, de faire des travaux, etc. Donc si vous avez la possibilité achat-revente en résidence principale, ça vous permet d'accumuler le cash. C'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de générer beaucoup d'épargne
et donc d'avoir de l'apport pour enchaîner sur des investissements que vous allez conserver plus longtemps. Ensuite, vous avez le mix RP locatif. Quand vous faites une résidence principale, pour moi, il y a deux choses. Soit vous la revendez, comme je viens de le dire, donc en achat-revente, soit vous gagnez de l'argent avec. Toutes les résidences principales que j'ai eues, sans exception, me font gagner de l'argent. Quand j'avais un petit appart de 70 mètres carrés, il y a une chambre que je louais de temps en temps, ça m'a rapporté de l'argent. Quand j'ai eu la même maison où je suis en train de tourner, j'ai 2 studios de l'autre côté qui me rapportent 1700 euros. Là, j'ai investi dans une autre résidence principale dans le sud où madame va faire un gîte au niveau de notre maison. Là, il y a plus de 700 mètres carrés, c'est n'importe quoi. C'est en province, ça coûte le même prix qu'ici. Donc 670 000 euros. L'autre, je l'ai acheté 180 000 euros, mais en province, c'est des choses, bref, incroyables. Bref, du coup, chaque fois que j'investis dans la résidence principale, soit je fais de l'achat-revente, ça me rapporte beaucoup de cash, soit je fais du mix RP locatif. Même si vous achetez la résidence principale, il faut que vous gagnez de l'argent. Sinon, vous n'atteindrez jamais le million rapidement. C'est hyper important. Si vous achetez un appart, visez les apparts qui ont des caves, des garages. Moi, je loue une cave qui fait 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, 75 euros. Je loue une place de parking, 50 euros aux locataires, 75 euros à l'extérieur. Je loue une place de parking à mes locataires, 30 euros et 50 euros aux personnes extérieures. Si vous achetez une maison, il faut toujours qu'il y ait une dépendance. Donc, soit un garage aménagé. Donc, ce qui est marrant en fait, c'est que personne n'utilise son garage. Donc, quand vous allez dans les rues, les voitures elles sont n'importe où. Mais les gens mettent du bordel. J'ai pas le temps. Les mètres carrés, c'est de l'oseille. Chaque mètre carré coûte beaucoup d'oseille. Donc, nous ici, le mètre carré, c'est 5 000 euros. Je vous laisse calculer quand j'ai rajouté 20 euros ce que ça coûte. Ce que ça m'a déjà rapporté. Achetez toujours un bien où vous pouvez louer une partie. Un garage, une place de parking, une cave, une chambre dans votre maison, dans votre appart si vous êtes à l'aise avec ça. Vous pouvez même louer des espaces à la journée. Il y en a même qui louent des terrasses, barbecue à la journée. Il y en a même qui louent des piscines à la journée. Il faut toujours que votre résidence principale vous rapporte de l'argent. Ça, c'est la base si vous voulez atteindre le million et que vous n'êtes pas riche, que vous n'avez pas 10, 15, 20 000 euros par mois, même si vous épargnez. Ça, c'est la base des bases. Les biens que j'ai achetés au début, si je n'avais pas fait ces stratégies-là, je n'aurais jamais atteint les résultats qu'on a aujourd'hui. Il faut vous dire que moi, personnellement, en mensualité de crédit, quand je serai en amortissement, j'aurai plus de 10 000 euros. Et je peux vous garantir que même si on a plein de sociétés, on a pas mal de chiffre d'affaires, je ne me verse pas 10 000 euros de salaire. Je n'ai pas 10 000 euros de revenus. Je parle de mes revenus seuls, je ne parle pas des revenus locatifs, des autres sociétés, etc. Je n'ai pas 10 000 euros de revenus. Donc si je n'avais pas fait stratégie, je n'aurais jamais pu assumer 10 000 euros de mensualité. C'était impossible. Ensuite, on va partir sur des stratégies de coloc. Les colocs, c'est très rentable. Donc en appartement, c'est très très rentable. En maison, c'est encore plus rentable. Par contre, les colocs, c'est très très emmerdant. Je ne vais pas vous mentir. Là, en ce moment, pour ceux qui me suivent sur Insta, donc je remets l'Insta quelque part là, ceux qui suivent sur Insta en ce moment, j'ai des galères dans l'appart où ma voisine ou le syndic ou je ne sais qui m'a fait peur par rapport aux travaux, alors qu'il y a des travaux en me disant que je ne pouvais pas déplacer ça, faire ceci, cela, alors que j'ai fait que des travaux qui sont autorisés. D'accord ? Je suis même pas borderline parce que des fois je suis borderline. Là, je suis clean. Dans la maison, il y a eu des problématiques entre les colocs qui sont mis en couple, qui sont séparés, des problèmes de police, de machin. L'autre qui m'a pris mon jean, l'autre qui m'a pris mon sandwich, l'autre qui m'a pris des trucs dans la... Enfin, bref, que des problèmes comme ça. Et encore, moi je suis pas le pire parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'impayés. Il y en a qui cassent l'appartement. Moi, mes colocs, certes, ils ont fait des trucs qui sont plutôt casse-couilles, mais ils sont très respectueux, il n'y a pas de souci, même s'ils sont chiants. Voilà, emmerde, rentabilité. Une coloc, c'est très rentable, mais il faut que vous soyez prêt à pouvoir anticiper les emmerdes que vous allez avoir. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour pas avoir ces emmerdes. Maintenant, je les sais, mais malheureusement, j'ai dû subir des emmerdes avant de savoir comment les éviter. Bon. Donc ça, c'est hyper rentable. Par contre, par exemple, ce que vous voulez faire, si, comme je vous ai expliqué la technique de résidence principale qui permet de passer plus facilement au niveau de la banque, vous pouvez dire que vous allez faire un mix RP locatif de coloc. Donc vous allez viser un appart de 80 mètres carrés, mais vous n'allez pas le présenter en locatif parce que c'est peut-être un peu risqué et vous voulez présenter en résidence principale que ce soit plus facile. Si ça passe au niveau des chiffres et de l'endettement, vous dites que vous allez faire une résidence principale en mix RP locatif, donc vous allez louer les 3 autres chambres, mais vous allez occuper une chambre par exemple. Ce que vous faites derrière, c'est votre problème. On raconte une histoire à la banque, on présente des chiffres, etc. Et ce que vous faites derrière, c'est votre problème. Ça n'a rien à voir. Ok ? Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous pouvez, vous présentez en résidence principale, mix résidence principale locatif. Ok ? Donc, lorsque vous faites une coloc, ce qui est important quand vous visez des étudiants, c'est qu'ils aillent à l'école
à pied, ou que le bus soit juste à côté, ou que le métro soit juste à côté, ou que le tramway soit juste à côté. Et puis après, même s'ils mettent 20-25 minutes pour aller à la fac ou à l'école ou je ne sais quoi, c'est bon, c'est ok. Plus j'ai des colocs et plus je change de locataire, que maintenant ils sont vraiment très très attachés à l'accessibilité pour aller à leur école ou etc. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Moi j'ai une coloc où pour aller à la gare, vous me 7 arrêts de bus, il y a un coloc qui m'a dit non, c'est trop loin. Donc il y en a qu'il faut vraiment qu'ils soient à côté. Donc quand vous visez une coloc d'étudiants, vous regardez les facs qui sont autour, etc. Il faut vraiment que ce soit très accessible, très facile. Ensuite, vous pouvez faire un autre type de coloc en maison, ce que je vous recommande, c'est de faire une coloc de personnes un peu plus âgées, divorcées, machin, voilà, de viser ce public. En maison, si c'est très très grand, vous pouvez mixer un petit peu, mais en général, mettez des gens qui sont dans la même tranche d'âge, même intérêt, etc. Ça se passera mieux. En coloc en appartement, vous aurez un peu moins d'emmerdes normalement, de manière générale. En coloc en maison, il y a plus de choses à partager, c'est plus grand, il y a plus d'espace, et vous aurez beaucoup plus d'emmerdes. Si vous pouvez, vous mettez des espaces privatifs complets, cuisine, salle d'eau, machin, pour chaque chambre, et vous limitez le nombre de choses en commun dans la coloc en maison. Si vous pouvez, encore mieux, vous faites des studios officiels dédiés avec chacun son compteur. Mais si vous ne pouvez pas, vous inquiétez pas, vous faites des espaces, donc ce n'est pas des studios, mais la personne a tout dans sa chambre, petite cuisine, salle de bain, toilette, etc. Elle a tout dans sa chambre. Mais par contre, vous mettez d'autres espaces communs au niveau de la coloc en maison, donc ça c'est bien sûr en maison. Mais vous limitez le nombre d'interactions, de choses en commun pour qu'il y ait moins de problèmes. Comme chacun aura son indépendance, il y aura moins d'interactivité où je vais dans ta chambre, je me mets en couple avec toi, machin, etc. Chacun a son indépendance. Donc ça, c'est plus en maison. Ça limite une partie des problèmes. Mais vous pouvez faire une coloc aussi, il ne peut jamais y avoir de problème. Donc moi, je vous dis ça par rapport à mon expérience. Ensuite, on va partir sur la LCD. Location courte durée, Airbnb, etc. Pareil, il y a plusieurs types de LCD. Moi, j'ai fait de la LCD dans mon mix RP locatif, donc dans ma résidence principale, ou dans mon studio, je mixe les courtes durées et je mixe les longues durées. Comment savoir combien ça coûte en LCD, combien on peut louer, etc. Vous regardez les concurrents, tout simplement. Vous regardez les concurrents sur Airbnb. Et ensuite, vous avez un outil qui s'appelle AirDNA que je vous affiche quelque part là, où là, il faut payer pour savoir la rentabilité de votre ville. Et sinon, c'est pas très cher. Donc ceux qui me disent, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, je peux pas payer, je crois que ça doit être 10 balles par mois, un truc comme ça. Je peux pas payer 10 balles par mois pour avoir une info sur la rentabilité. Donc si jamais 5 ou 10 balles par mois pour savoir si c'est rentable dans votre ville, c'est trop cher, ne faites pas d'investissement immobilier. Donc vous arrêtez là la vidéo, c'est même pas la peine. Moi, je ne peux plus débattre avec ce genre de discussion. Bref, on ferme la parenthèse. Sachant que c'est sans engagement, donc vous prenez les infos sur votre ville sur un mois donné, et après vous coupez votre abonnement, ça vous coûte 10 balles. Voilà. Moi, je l'ai même laissé parce que c'est rien, c'est que dalle. Et comme ça, je suis toujours en veille sur mes concurrents. Donc AirDNS, c'est très bien parce que ça mixe toutes les infos d'une location donnée par rapport à votre ville sur Airbnb, puis sur d'autres trucs, Booking ou je sais pas quoi. Et du coup, vous savez, si vous faites un studio, combien les gens gagnent de chiffre d'affaires sur la dernière année. Vous savez à quel moment ils gagnent tel argent, à quel moment ce qu'ils ont comme chose, s'ils ont des piscines, s'ils ont du mobilier, s'ils ont un balcon, machin, vous savez tous les équipements qu'ils ont. Vous pouvez vous comparer, faire la même chose et vous avez une idée du chiffre d'affaires que vous allez faire. Si vous êtes à Versailles, même pas besoin de faire ça, ça a marché. Si vous êtes dans le nouveau Paris à côté du métro quand il y aura le jeu olympique, ça va marcher. Si vous êtes à côté de la mer, ça va marcher. Si vous êtes à côté de Disneyland, d'Astérix, de Orly, de l'aéroport, de Roissy, ça va forcément marcher. Si vous êtes dans une zone, si vous faites des bulles atypiques, des cabanes atypiques, même si vous êtes dans le trou du cul du monde, des love rooms, etc., ça va forcément marcher. Voilà, il y a des choses qui vont forcément marcher. Mais après, si vous avez un studio, pas forcément dans une ville touristique, à Toulouse ou je ne sais où, et vous êtes à côté des transports, mais il n'y a rien de spécial dans la ville, là, je vous invite à faire ce genre d'études et vérifier combien vous allez gagner. La LCD, c'est très 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 rentable, c'est plus rentable qu'une coloc. Quand ça fonctionne, c'est hyper rentable. Après, il faut faire attention aux villes, dans les plafonnements, vous ne pouvez pas louer plus de 120 jours, etc. Il faut regarder si c'est en résidence principale. Enfin bref, il y a plein de règles. Il faut bien regarder ça, mais ça, c'est hyper rentable. Après, il faut vous dire, est-ce que vous avez le temps de vous en occuper ou est-ce que vous allez mettre en gestion et du coup, vous allez perdre au moins 20% du chiffre d'affaires, même jusqu'à 30%. Donc, il faut bien faire ces analyses-là. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont très rentables.
même si là vous investissez en LCD, ça semble rentable, regardez quand même que c'est rentable en longue durée si pour quelle que soit la raison, vous ne pouvez plus vous en occuper ou la conciergerie fait de la merde, etc. Vous devez au moins vous retourner à partir de là. Ensuite, vous avez les immeubles de rapport. Alors, le combo qui est le plus rentable, c'est IDR mix LCD, c'est-à-dire que tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est de la LCD, ou IDR, où tout ce que vous avez comme bien, c'est de la coloc. Donc, si vous faites un immeuble avec plusieurs appartements en longue durée classique, là, vous avez plus de risques au niveau des impayés. Donc, je suis désolé de vous parler de toutes les merdes, etc. Mais si vous faites des investissements et que je ne vous en parle pas, je vous ai dit juste, ouais, faites ça, c'est bon, vous serez millionnaire, ça ne marche pas. C'est la réalité, il n'y a que des merdes. Et si vous arrivez si vous avez cette capacité à gérer des merdes, vous serez millionnaire rapidement, que ce soit en patrimoine brut et après en patrimoine net par la suite. Donc la problématique, je disais, donc, si vous faites un IDR avec des logements classiques, c'est que vous avez plus de risques d'impayés. En colocation, c'est un peu plus rare. C'est des étudiants, c'est des gens qui ont, c'est les parents qui payent, etc. Après, si vous faites une colocation avec des gens, un autre modèle, c'est un peu différent, mais en général, c'est là où vous avez moins d'impayés. En location classique, il y a plus tendance à avoir des impayés. Donc, la Visal, c'est plus facile pour récupérer l'oseille. La garantie physique, ça peut être aussi un moyen, mais ça peut être une galère. Il faut savoir que si vous avez des huissiers et si vous devez aller en jugement, pensez pas que c'est super cher, c'est 130, 150 euros. Après, si vous allez voir un avocat carrément pour une consultation, ça peut monter de 200, 300. Il y en a même une qui m'a demandé 800 euros pour un problème qu'on avait. Donc voilà, tous ces frais-là, il faut les prévoir. Donc il faut vous dire que si vous visez un IDR, c'est hyper rentable. Par contre, faites attention par rapport aux impayés. Moi, au niveau des colocs, j'ai pas d'assurance de machin à payer parce que il n'y aura pas ce problème à ce niveau-là, même si on ne sait jamais. Mais au niveau de l'IDR, potentiellement, faites gaffe à ce point-là. Si vous pouvez mixer IDR, LCD et DR colocation, alors là, c'est le combo parfait. Maintenant, ne croyez pas qu'un immeuble, c'est un immeuble de 50 appartements qui coûte je ne sais pas de combien de millions. En province, il y a des immeubles à 100 000 euros. Nous, en région bordelaise, à 2-3 heures, même à 1 heure, on a vu des immeubles à 200 000 euros. Il y avait 7 appartements. Vous ne louez pas très très cher, mais c'est hyper rentable. Franchement, les immeubles, ça rapporte beaucoup d'argent et ça vous fait plein d'eau d'un coup. Donc, je vous recommande de faire des immeubles en province, pas en Ile-de-France ou dans les villes vraiment zone tendue, c'est beaucoup trop cher. Vraiment en province ou un peu loin dans le 77 ou un peu loin dans le 91. 93, c'est déjà cher. 94, c'est inaccessible. Ou un peu loin dans le 95. 92, c'est même pas la peine. Voilà, donc, vous allez voir dans ces zones-là ou carrément en province. Et là, clairement, vous pouvez faire un max de thunes. Félicitations à ceux qui sont restés pendant toute cette vidéo. Franchement, c'était hyper long. Donc, pour vous récompenser, je vais vous donner l'ensemble de mes chiffres que j'ai fait et l'oseille qu'on dégage parce que ça va vous donner une idée, même si, comme je vous l'ai dit, chacun son parcours, chacun son histoire. Mais c'est toujours bien de se demander, mais ok, le gars là, Willem, il nous dit, il fait ça, mais lui, il a combien? Lui, il gagne combien avec son truc? C'est quand même important de le savoir parce que si moi, je ne l'ai jamais fait, il ne faut pas écouter ce que je vous dis. Si vous êtes encore là, commentez millions. Rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on fasse plus simple connaissance. Et avant de vous laisser partir, je vais vous donner les chiffres. En 2015, donc, on a fait un achat de 105 000 euros. Donc en 2015, on a fait un achat de résidence principale. 105 000 euros, 45 000 euros de travaux. On a revendu ça 305. 154 plus-value en nom propre. On a revendu en 2020. 2017, on a fait un Pinel avant d'être formé. On a acheté 120 000 euros. On lui sort environ 430 euros. La mensualité doit être à 500 euros. Et je suis remboursé 2700 euros de Pinel. J'ai remis sur 30 ans pour être environ à l'équilibre. Dans 3-4 ans, quand le Pinel va finir, je vais faire de la LCD parce que c'est à Blagnac. C'est juste à côté du tramway, qui mène à la gare. Donc en LCD, ça va marcher du feu de Dieu. Fin 2019, on s'est formé. Donc 2020, on a acheté 110%. 250 000 euros, 260 000 euros. Ça vaut déjà 290. Ça nous rapporte 800 euros de cash flow. Donc en mensualité maximum, on sera à 1000 euros et on a plus de 2300 euros de revenus locatifs, sans compter la cave, sans compter le parking. Ensuite, en 2020, on a fait notre mix RP locatif, donc il nous a coûté 670 000 euros, 60 000 euros d'apport, 60 000 euros de travaux qui a été financé autrement, je vous expliquerai par la suite. Ça nous rapporte, donc les studios sont là-bas, de l'autre côté, 1600 euros par mois pour 2 studios. J'ai ma société donc qui loue une partie du bureau pour 500 euros. Donc toute cette pièce là où je suis en train de tourner. Et la mensualité elle est à 2300 euros. Donc il ne reste plus grand chose à rembourser. Je crois qu'on va gagner un peu par là.
Ensuite, on a fait une SCI qui nous a coûté 498 000 euros. Là, on a un amortissement. Donc, même s'il y avait des travaux, comme avec ce banquier-là, j'avais plus de 1 million, on n'a pas demandé de différé, etc. Parce qu'on a déjà demandé d'un différé sur l'autre. Ensuite, on a fait donc avec toujours le même banquier, et c'est là qu'on a atteint les 1 million, une autre colocation de 5, donc 250 000 euros en tout. Donc mensualité maximum 1000 euros, on a un différé, période de préfinancement. Ensuite, on va rapporter plus de 2500 euros cette fois-ci. Il y a la cave, il y a le parking, on a 2 places de parking. Ensuite, avec une autre banque, on a fait une SCI où on a emprunté environ 480 000 euros. Donc là, on a mis 13 000 euros d'apport. Donc l'autre, c'était un 110%, celui d'avant. Au maximum, on aura une mensualité de 2200 euros pour des revenus de 4600 euros environ. Là, on est en différé total de 18 mois, il me semble, où on rembourse 45 euros. Ensuite, on a fait une autre SCI de 535 000 euros. Donc là, on a un différé partiel de 600 euros et on rembourse. Et je l'ai loué en nu quelques mois, donc 1200 euros. Et là, je vais le revendre parce que comme on déménage dans le sud, j'ai plus le temps de m'en occuper. Donc là, on a fait une division parcellaire. Donc je revends la maison sur un lot et je revends l'autre terrain sur un autre lot. Au départ, je voulais construire notre maison, faire des super grandes colocs, du LCD, machin, différents studios. Enfin bref, je voulais faire plein de choses, mais comme on déménage, c'est trop compliqué. On est en train d'arbitrer, on déménage, etc. Donc on est en train de le revendre. Donc ça, c'était 535 000 euros. Et le dernier, donc 800 000 euros de budget, où là, madame va faire son gîte dans notre grande maison. Il y a 1 hectare, il y en a des vignes, enfin c'est un projet vraiment, franchement c'est top, c'est cool. Et celui-là, c'est ce qui nous a coûté le plus cher, mais c'est la banque où c'était le plus compliqué parce que la ville fait 900 habitants. Donc il fallait que je persuade l'interlocuteur, que je persuade la partie HCSF et que je persuade aussi un autre service parce que le montant est beaucoup trop élevé. 3 personnes à persuader et moi j'ai une personne en face avec qui je peux discuter. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, mais je te laisse faire le calcul. Il me semble que ça va faire plus de 3 millions. Je t'avoue que j'ai pas refait les calculs, j'ai pas remis à jour. Même tu verras sur mon site, etc. J'étais encore quand c'était à 2 millions. Donc franchement, on investit tellement qu'on n'a plus le temps de mettre à jour. C'est pour ça que j'étais absent sur YouTube aussi longtemps. Donc je suis vraiment ravi de revenir. Parce que je t'avoue qu'on avait pas mal de projets en travaux, en investissement, etc. Donc on est des vrais investisseurs entre guillemets. Donc pour l'instant, on investit à mort, à mort, à mort. N'oublie pas de venir me voir sur Instagram, de commenter millions. Et puis récupérer ton guide gratuit, très important pour commencer à te lancer parce que là en 2023 ça commence vraiment à être très 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 chaud. Ciao!